Donc, le titre de ma communication aujourd'hui, c'est donc l'histoire hors de l'école comme obstacle à l'apprentissage de l'histoire à l'école, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je commence juste avec une ou deux diapos, un peu de contextualisation pour ceux qui ne seraient pas familiers de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la Nouvelle-Calédonie est devenue une possession française en 1853, donc il y a un peu moins de 2 siècles. Elle est aujourd'hui peuplée par environ 270 000 habitants. Sa société est multiculturelle, donc la communauté la plus importante en Nouvelle-Calédonie, c'est la communauté kanak, les Kanaks constituant le peuple autochtone. La deuxième, du point de vue démographique, ce sont les descendants d'Européens. Et ensuite, on trouve toute une mosaïque d'autres populations qui sont arrivées depuis le début de la période coloniale. Donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la Nouvelle-Calédonie est rentrée dans un processus de décolonisation qui a notamment été marqué par une guerre civile dans les années 1980. Et la paix est revenue en 1988 grâce à la signature de premiers accords, puis d'autres accords de paix en 1998. Donc, depuis 1998, la Nouvelle-Calédonie a gagné progressivement une forte autonomie vis-à-vis de la France. Et elle a surtout gagné dans les années 1980, suite au combat des indépendantistes, un droit à l'autodétermination qui s'est notamment exprimé en 2018 avec un premier référendum d'autodétermination et un deuxième référendum d'autodétermination est prévu le 4 octobre 2020. Alors, concernant l'enseignement de l'histoire en Nouvelle-Calédonie, globalement, on enseigne l'histoire en Nouvelle-Calédonie comme on l'enseigne en France, c'est-à-dire qu'on enseigne au second degré l'histoire et la géographie ensemble. Les programmes scolaires sont les programmes nationaux, mais qui, depuis la fin des années 1980, font l'objet d'aménagements pour permettre d'intégrer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans les programmes nationaux français. Donc, ces programmes sont aménagés soit par des substitutions, des contextualisations, des ajouts. Et donc, comme dans beaucoup de pays du monde, et comme notamment en France, il existe des débats très houleux en Nouvelle-Calédonie sur la place de l'histoire à l'école, notamment en ce qui concerne la place de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans les programmes scolaires. Et aussi, il existe beaucoup de débats sur la place de l'histoire dans la société, notamment en lien avec la mémoire douloureuse de la colonisation et les tabous qui continuent à exister autour de cette période dans la société. Donc, c'est dans ce contexte qu'en 2018, j'ai donc lancé une enquête auprès des élèves scolarisés en Nouvelle-Calédonie de la 6e à la terminale, donc les élèves scolarisés en collège et en lycée. La méthodologie de cette enquête est inspirée par les travaux de Jocelyn Letourneau, son livre publié en 2014, Je me souviens, sur les élèves québécois et l'histoire de leur pays, et aussi l'enquête internationale qui a donné lieu à la publication en 2016 de l'ouvrage Le récit du commun, dirigé par Jocelyn Letourneau et Françoise Lantôme, qui inclut plusieurs pays européens dans l'enquête. Donc, la base de la méthodologie, c'est donc un questionnaire ou un formulaire en 4 parties qui est passé par les élèves en cours d'histoire-géographie en présence de leur professeur pendant environ 45 minutes, avec donc 4 parties dans ce formulaire. Donc, d'abord, des éléments d'identification en garantissant l'anonymat des répondants. Ensuite, une consigne à laquelle les élèves doivent répondre « Raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays ». Après avoir fait cela, les élèves doivent classer les 5 principales sources d'informations qui leur ont permis de raconter l'histoire de leur pays comme ils l'ont fait. Donc, pour cela, ils ont une liste fermée à 18 entrées pour sélectionner les 5 principales sources d'informations. Et enfin, ils peuvent résumer en une phrase, une expression ou un mot l'histoire du pays. Donc, sur la diapositive suivante, vous voyez un exemple de ces formulaires complétés par un élève scolarisé en classe de seconde dans un lycée de Nouméa, le lycée La Pérouse. Et donc, vous retrouvez sur cette diapositive les 4 parties du formulaire, les éléments d'identification, raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays, d'où viennent les informations qui t'ont permis d'écrire ce récit et résume en une phrase, une expression ou un mot l'histoire de ton pays. Donc, au total, j'ai récolté 2275 récits d'élèves, 1692 en collège, 583 en lycée, qui sont répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc, pour autant, cet échantillon ne peut pas être considéré comme représentatif parce que j'ai quelques zones géographiques qui ne sont pas très bien couvertes. J'ai aussi peu de réponses de la part d'élèves scolarisés dans des lycées professionnels, d'élèves scolarisés dans des établissements privés. Donc, c'est un gros corpus, mais qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la population calédonienne.
Donc, on retrouve dans ce corpus la diversité culturelle de la société calédonienne. Je vous ai mis ici un tableau où j'ai classé en les regroupant les principales catégories d'élèves en fonction de l'affiliation communautaire qu'ils ont mentionnée sur leur formulaire. Donc, sans surprise, on a beaucoup de Kanaks ou de Kanaks calédoniens, beaucoup moins d'Européens ou d'Européens calédoniens par rapport à la population totale, mais en fait parce que beaucoup d'élèves d'origine européenne ont fait apparaître des formes de métissage qui, pour certaines, sont réelles et qui, pour certaines, sont un peu inventées ou imaginées, mais ça, c'est un autre problème qui n'est pas le sujet du jour. Donc, à partir de ce corpus, je travaille essentiellement sur 3 concepts qui m'intéressent plus particulièrement pour l'analyse. Donc, les concepts de conscience historique, mémoire collective et représentation sociale, puisque dans les récits que font les élèves, ils mobilisent à la fois des savoirs historiques acquis à l'école ou à l'extérieur de l'école, et ils mobilisent aussi des représentations qu'ils ont constituées de l'histoire de leur pays. Donc, pour la conscience historique, je m'appuie notamment sur les travaux de Ruzen et Sexas. Pour la mémoire collective, essentiellement sur les travaux là-dessus de Vertch. Et pour les représentations sociales, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Denise Jodelet, qui définit les représentations sociales comme une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Donc, les 3 principales questions que je me pose aujourd'hui à partir de ce corpus pour ensuite dérouler la démonstration qui va suivre, donc ce sont les suivantes. Comment se matérialise la difficulté en Nouvelle-Calédonie à faire émerger une histoire commune dans la conscience historique des élèves au travers de ce qui apparaît dans leurs récits? Le refroidissement des questions vives à l'école facilite-t-il l'appropriation d'un passé commun au service d'une identité commune calédonienne? Et comment, surtout par rapport à l'intitulé du colloque, comment les pratiques et les conceptions de l'histoire dans la société calédonienne, ainsi que son instrumentalisation à des fins politiques par les indépendantistes et les non-indépendantistes, constituent-elles des obstacles pour s'approprier l'histoire telle qu'elle est enseignée à l'école? Donc, je vais aborder maintenant dans le développement 5 exemples d'obstacles que je pense avoir identifiés dans les récits ou dans les formulaires des élèves, des obstacles qui viennent de l'extérieur de l'école et qui, je pense, posent des problèmes au moment où les élèves apprennent l'histoire à l'école. Donc, le premier obstacle sur lequel je vais m'arrêter porte sur la diversité de l'origine des savoirs mobilisés par les élèves dans leurs récits. Donc, je vous ai mis ici sur la diapositive un tableau qui montre l'extrême éclatement des origines des informations mobilisées par les élèves dans leurs récits. Donc, on voit très nettement que dans le tableau, il y a 3 sources d'informations qui se détachent assez nettement. Les cours suivis pendant la scolarité, les discussions en famille et une 3e catégorie qui s'intitule « Ce qui se dit en général sur l'histoire du pays ». Alors, il y a d'autres ensuite éléments qui jouent aussi un rôle important pour construire les savoirs et les représentations des élèves sur l'histoire de leur pays, mais ces 3-là, on le voit bien, se détachent assez nettement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'on voit sur la diapositive suivante, c'est qu'on obtient des résultats assez sensiblement différents en fonction de la communauté d'origine des élèves. Alors, je n'ai pas mis ici tout l'éventail des communautés ou des catégories que j'ai identifiées, mais j'ai mis les 2 principales et les 2 qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire d'un côté la communauté qui se déclare, les élèves qui se déclarent comme Kanak ou Kanak et Calédoniens, et de l'autre côté les élèves qui se déclarent comme Européens ou Européens et Calédoniens. Et on voit qu'il existe entre ces 2 catégories un clivage assez net entre les 2 premières lignes du tableau, les cours suivis pendant la scolarité et les discussions en famille. Grosso modo, pour les élèves européens et européens calédoniens, c'est essentiellement les cours suivis pendant la scolarité qui permettent d'alimenter les savoirs historiques qu'ils mobilisent dans les récits qu'ils écrivent, alors que pour les élèves Kanak, au contraire, ce sont les discussions en famille. Donc, on pourrait dire que cette diversité montre que les savoirs historiques ils circulent et qu'il y a de multiples moyens d'y accéder, etc., etc. Mais dans le cas de la société calédonienne, cette opposition qu'on voit apparaître ici autour des 2 premières lignes, elle peut poser problème,
car l'histoire véhiculée par l'école et l'histoire véhiculée par les familles est souvent assez différente. Grosso modo, pour aller vite, à l'école, on a une histoire qui essaie de tenir à distance la plupart du temps les enjeux politiques, les rivalités en lien avec le passé colonial, etc., etc., alors que l'histoire telle qu'elle est transmise par la famille accorde souvent une large place à ces questions, donc ce qui peut poser le risque d'un conflit de loyauté chez les élèves qui doivent à certains moments choisir entre les savoirs proposés par l'école, les savoirs proposés par la famille et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Un autre enjeu que j'ai identifié, c'est le deuxième point de ma présentation, concerne ce que j'ai appelé les mythes nationaux en concurrence. Globalement, on peut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est le mythe national français qui domine dans la transmission de l'histoire à l'école. Les programmes sont aménagés, font une place à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais malgré tout de manière relativement marginale par rapport à tout ce qu'on enseigne en histoire au collège et au lycée. Et ce mythe national français est de plus en plus contesté ou concurrencé par l'émergence d'un nouveau mythe national, cette fois-ci plus calédonien, et qui est notamment promu ou mis en avant par des historiens et des archéologues calédoniens. Donc, je vous ai mis ici une citation du plus célèbre archéologue calédonien actuel qui s'appelle Christophe Sand, et qui, dans une publication récente, conclut qu'il rêve qu'un jour, qu'il espère proche, nos petits-enfants métissés apprendront à l'école d'un pays où deux légitimités historiques auront été capables de se réconcilier en première page de leur manuel d'histoire la phrase suivante: « Nos ancêtres les Lapita et leur héros civilisateur Te Akanake ». Alors, cette phrase, elle pose du point de vue historique deux problèmes et du point de vue aussi social et culturel deux problèmes. Le premier, c'est qu'on parle ici dans cette citation des ancêtres Lapita. Donc les Lapita sont les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie, les ancêtres des Kanaks. Et donc je ne suis pas forcément persuadé qu'à court terme, des descendants d'Européens puissent considérer les Lapita comme leurs ancêtres. Et l'autre problème que pose cette citation, c'est la mention du héros civilisateur Te Akanake, qui n'est pas un personnage historique, mais un personnage mythique, qui est considéré dans les croyances kanak comme le premier homme, qui est sorti de l'eau tel un lézard et qui s'est transformé en être humain. Et donc ici, le positionner dans un manuel d'histoire comme un savoir historique pose un peu problème. Alors, plus globalement, on voit très bien apparaître dans les récits des élèves ce tiraillement entre plusieurs mythes nationaux différents. Les élèves sont très loin de s'identifier au même pays quand ils racontent l'histoire de leur pays. Et donc, cela pose aussi la question de savoir s'ils considèrent l'histoire qu'on leur transmet à l'école et qui est essentiellement l'histoire de France comme leur histoire. Donc, vous le voyez dans le tableau, les pays identifiés comme mon pays dans les récits des élèves calédoniens peuvent être assez variés. On note une domination assez large de la Nouvelle-Calédonie considérée comme mon pays, mais il y a aussi d'autres choix possibles. Et là encore, on voit apparaître une tension assez forte entre d'un côté les élèves kanaks et de l'autre côté les élèves d'origine européenne. Pour les élèves kanaks, très majoritairement, presque exclusivement, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme leur pays et c'est l'histoire qu'ils veulent apprendre, raconter, etc., etc. Alors que pour les élèves européens, vous voyez qu'il y a une répartition assez équilibrée entre d'un côté des élèves européens qui se positionnent du côté de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de l'autre des élèves qui se positionnent au contraire du côté de l'histoire de France. Or, je le rappelle, à l'école, c'est essentiellement l'histoire de France qui est enseignée et donc on voit apparaître ici un décalage assez net entre l'histoire à laquelle beaucoup d'élèves s'identifient et l'histoire qu'on leur enseigne et qui est par bien des aspects une histoire qui peut leur paraître étrangère. Troisième élément sur lequel je voudrais parler dans cette présentation, c'est le fait que certains élèves, alors ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même un certain nombre, décident de raconter une histoire à laquelle au départ je ne m'attendais pas du tout, c'est-à-dire pas l'histoire telle qu'on peut la concevoir en tant qu'historien, on va dire, ou en tant qu'enseignant d'histoire, mais une histoire qui prend en fait la forme d'un récit, d'un conte ou d'un mythe océanien, c'est-à-dire un récit qui n'est pas un récit purement historique, mais qui s'appuie sur des savoirs culturels et sur des croyances. Donc, ça représente à peu près 4% de l'ensemble des récits que j'ai collectés en Nouvelle-Calédonie. Et quand on regarde le tableau que je vous ai mis, on voit très clairement que ce sont essentiellement des élèves kanaks à plus des 2 tiers
qui ont recours à ce type de récit. Et quand ce ne sont pas des élèves kanaks, ce sont soit des élèves métissés kanaks ou alors des élèves qui ont d'autres origines océaniennes comme les Wallisiens et les Futuniens. Alors, pour certains de ces récits, on peut penser que les élèves ont tout simplement confondu, racontent une histoire et racontent l'histoire. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément très, très grave, notamment si on est encore au début du collège, où la différence entre histoire et fiction n'est pas forcément toujours bien installée. En revanche, dans certains cas, notamment pour des élèves d'origine océanienne, on peut considérer que les savoirs culturels peuvent apparaître dans le récit comme un véritable refuge face à une forme historique ou face à une forme historique à laquelle les élèves ont du mal à adhérer à l'école. Et surtout, beaucoup de récits montrent qu'il y a vraiment une confusion entre croyances et savoirs, et surtout des croyances transmises essentiellement hors de l'école qui sont assimilées à des savoirs de nature historique. Donc, je vous ai mis ici 3 extraits qui, je pense, montrent bien que pour les élèves qui racontent ça, ce n'est pas une croyance, mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé autrefois. Un élève nous dit, par exemple, cette histoire que je veux vous raconter est vraie, et il le répète plusieurs fois dans son récit. Un autre nous dit que le premier homme de la Nouvelle-Calédonie était un homme lézard sous le nom de Te Akanake, le fameux de tout à l'heure dont je vous ai déjà parlé. Et le troisième nous dit, dans la Nouvelle-Calédonie, avant, il n'y avait ni humain, il y avait un immense bananier, chaque banane qui tombait faisait pousser un homme. Bon, voilà. Quatrième élément dont je voulais parler, en lien avec les obstacles à l'apprentissage qui viennent de l'extérieur de l'école, c'est l'hyperfocalisation des élèves sur certaines périodes de l'histoire en particulier et d'autres périodes qui sont pourtant très enseignées à l'école et qui sont complètement délaissées dans les récits. Donc, pour vous présenter ici des résultats, je m'appuie sur une classification hiérarchique descendante que j'ai réalisée à partir du logiciel Iramutech développé par Pierre Ratineau. Donc, la classification hiérarchique descendante, c'est-à-dire que j'ai saisi tous les récits, les 2275, dans un logiciel qui s'appelle LibreOffice. Et ensuite, j'ai fait tourner ce fichier avec Iramutech. La classification hiérarchique descendante, en quoi ça consiste? Iramutech va découper les textes en segments, des segments signifiants, composés d'un certain nombre de mots qu'il appelle lui des formes. Et ensuite, Iramutech va comparer ces différents segments pour essayer de les rapprocher quand les termes identiques apparaissent dans plusieurs d'entre eux, avec dans l'idée que dans un segment, si on retrouve les mêmes termes, ça veut dire sans doute qu'on raconte à peu près la même chose. Donc voilà à peu près la méthodologie. Et donc, cette classification hiérarchique descendante, elle me permet d'identifier 9 catégories, 9 thématiques dans le discours des élèves. Et donc, si je vous représente ces thématiques en les replaçant sur la frise chronologique de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, voilà ce que ça donne. Donc, je vous ai mis ici en bas la frise chronologique qu'on utilise notamment au premier degré en Nouvelle-Calédonie pour enseigner l'histoire. Donc, vous y voyez apparaître les différentes périodes de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, si vous regardez, vous voyez bien qu'il y a une focalisation, grosso modo, sur tout ce qui est postérieur à 1774, l'arrivée du premier Européen en Nouvelle-Calédonie, James Cook, voire après le début, une focalisation sur tout ce qui est après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853. Tout ce qui précède est quasiment invisible dans les récits des élèves et ils n'en parlent pratiquement pas, c'est ce que j'ai appelé ici une histoire invisible, alors que ce soit au premier degré, au collège, au lycée, grosso modo, on peut dire qu'à peu près la moitié de ce qu'on enseigne aux élèves sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie porte sur cette période-là, dont on ne retrouve après plus du tout la trace. Donc, grosso modo, les élèves se focalisent sur l'époque contemporaine, ce qui n'est pas forcément une surprise en soi, mais ce qui peut avoir des conséquences parce que cette histoire contemporaine, elle divise beaucoup au sein de la société, notamment à cause de la période coloniale. Donc, ce qui m'amène à ma dernière partie avant la conclusion, que j'ai appelée une histoire encore à décoloniser, obstacle à l'apprentissage de l'histoire. Alors, ici, j'ai mis en exergue 3 éléments. Donc, il y en a 2 sur cette diapo et 1 sur la diapo suivante. Le premier élément, c'est d'abord, on est très fortement marqué par la persistance dans le discours tenu par les élèves d'une rhétorique que je qualifierais de rhétorique coloniale. C'est-à-dire dans le langage qu'on emploie, dans la manière qu'on a de voir l'histoire,
on a une histoire qui n'est pas encore totalement, voire pas du tout décolonisée. Donc l'exemple typique qui revient le plus souvent dans tous les récits, c'est la question de la découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook. James Cook a découvert la Nouvelle-Calédonie et les élèves ne voient absolument aucune contradiction à vous dire que James Cook a découvert la Nouvelle-Calédonie, mais que quand il est arrivé, il y avait déjà des habitants. Tout ça, ça leur cause absolument aucun problème. Un autre élément aussi qui est très marqué par la rhétorique coloniale, c'est le point de vue que les quelques élèves qui abordent la civilisation kanak pré-européenne peuvent en avoir. Pour beaucoup d'élèves, y compris pour des élèves kanaks, continue à prédominer l'idée que les Kanaks n'étaient pas des êtres civilisés avant l'arrivée des Européens. Et je vous ai mis ici une citation où on vous dit « Les premiers hommes ont débarqué sur la Nouvelle-Calédonie, c'était des Mélanésiens, ils étaient sauvages, violents, cannibales. » Et donc après, on a tout le truc et plusieurs élèves reviennent là-dessus. Cannibales, ça les marque beaucoup. Et puis ce qu'on trouve aussi, qui est cette fois-ci un regard très différent sur la civilisation kanak pré-européenne, un discours qui est cette fois-ci très influencé par la rhétorique indépendantiste, c'est l'idée qu'avant l'arrivée des Européens, les Kanaks vivaient un âge d'or, ils vivaient dans l'opulence, ils n'avaient aucun problème, ils n'avaient pas de maladie, ils mangeaient à leur faim tout le temps, etc., etc. Et que tout d'un coup, les Européens sont arrivés et que ça a été le début des malheurs qui avant n'existaient pas. Donc là, vous avez une élève qui vous dit « Il y a très longtemps, il n'y avait que des Mélanésiens, ils vivaient tranquilles, peinards, jusqu'au jour où des Français arrivèrent pour conquérir. » Voilà. Et toujours en lien avec cette question de la décolonisation et de l'influence du discours de la décolonisation sur les récits des élèves, on trouve beaucoup de récits politisés réalisés par les élèves, donc souvent sous l'influence familiale, j'imagine. Donc je vous ai mis ici un exemple, Kanak, allons-y, l'indépendance on l'aura, la Nouvelle-Calédonie est à nous, Kanaki vaincra. Voilà. Après, on peut avoir, heureusement c'est très rare, mais ça existe, des discours qui versent dans un racisme, etc., assez fort, hein. Vous avez une élève ici qui vous dit « Moi, je veux l'indépendance, ici, c'est notre terre, ils veulent nous la voler, notre richesse, c'est pour nous voler notre richesse, nous tuer, nous niquer, bande d'enculés de blancs, retournez chez vous, vous faites quoi ici ?» Hein, donc c'est assez… Et au contraire, à l'extrême, vous allez aussi trouver d'autres élèves qui sont contre l'indépendance et qui vont tenir des discours assez… voilà. Comme les Kanaks sont naturellement feignants, ils n'ont pas eu de travail alors que les Blancs, si, ils désirent l'indépendance car ils ont une mentalité très basse et ils ne sont pas pour la plupart ouverts d'esprit. Voilà, c'est mon avis, vive la France. Alors, je conclue rapidement, je suis déjà presque à 23 minutes et je m'en excuse. Donc, une petite synthèse par rapport à tout ce que je vous ai raconté là. Donc, je pense qu'au travers des récits faits par les élèves, on arrive donc à identifier des obstacles à l'apprentissage de l'histoire telle qu'elle devrait être faite à l'école, qui proviennent du contexte extérieur à l'école. Donc, j'ai ici rappelé sur la partie gauche de l'écran les principaux obstacles que j'ai et qui donc alimentent et jouent, à mon avis, un rôle très important dans la manière dont se construit la conscience historique des élèves, tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Donc, ces différents éléments, ils entretiennent bien entendu entre eux des relations. J'ai représenté ici par des flèches quelques-unes de ces relations possibles. Et donc, pour terminer, pour ouvrir un peu peut-être aussi après la discussion, j'ai essayé de réfléchir à la manière dont, en formation initiale ou continue des enseignants, on pourrait mettre en place des choses qui permettent, alors, j'aime pas trop l'expression lutter contre, mais en tout cas, atténuer les effets de cette opposition qui peut apparaître entre l'histoire à l'extérieur de l'école et l'histoire à l'intérieur de l'école. Donc, j'ai identifié 3 principaux ensembles qui me paraissent importants et particulièrement pertinents en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des choses sur lesquelles je travaille moi aussi déjà en formation avec les étudiants. Donc, ces éléments sont rangés donc autour de 3 ensembles, la reconnaissance, le développement du regard critique, l'ouverture, la bienveillance et l'empathie. La reconnaissance, ça passe d'abord par la nécessité de ne pas négliger l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en classe. Voilà. Donc là, j'ai d'autres données qui montrent que par rapport à ce qu'on peut faire, on n'en fait pas beaucoup pour intégrer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et un autre élément aussi que je vois en faisant beaucoup d'observations en ce moment des pratiques de classe, c'est que beaucoup d'enseignants ont beaucoup de mal à enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie car ils ne maîtrisent pas les savoirs nécessaires pour l'enseigner convenablement. C'est-à-dire qu'on entend des bêtises à longueur de cours quand on assiste à des cours qui portent sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Un autre élément important, c'est qu'on enseigne en Nouvelle-Calédonie l'histoire, j'imagine un peu comme ailleurs aussi, comme si grosso modo l'histoire c'était dans la classe et que l'histoire on n'en parlait pas ailleurs.
Et il y a une véritable coupure entre l'histoire dans la classe et l'histoire qui circule hors de la classe. Et je pense qu'il serait assez intéressant de pouvoir, justement, pour les déconstruire, les travailler, porter un regard critique là-dessus, intégrer les savoirs culturels et sociaux dans l'enseignement de l'histoire pour montrer justement qu'ils peuvent appartenir à des régimes de vérité différents des savoirs qu'on va présenter dans la classe. En ce qui concerne le développement du regard critique, il faut bien sûr développer la confrontation entre savoir et croyance, que je venais de dire, déconstruire aussi les savoirs et leurs origines en lien plutôt avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la décolonisation des mots qu'on emploie, des expressions, etc., etc. Et l'ouverture, la bienveillance et l'empathie, c'est bien sûr en cours d'histoire ne pas occulter la diversité des points de vue, puisqu'on voit bien fonctionner à plein en Nouvelle-Calédonie ce système où on refroidit dans la classe toutes les questions vives pour essayer de présenter des choses passe-partout et qui laisse le plus possible à distance tout ce qui peut être source de division, de conflit, de contestation du savoir par les élèves, etc., etc. Et surtout, alors quelque chose qui est peut-être plus controversé, mais qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est de ne pas laisser à la porte de la salle d'histoire la question de la sensibilité et des émotions. Quand notamment on a des élèves kanaks dans les classes en Nouvelle-Calédonie, quand on leur raconte l'histoire de la colonisation, forcément, ça leur fait quelque chose, ils ressentent des choses et ces choses-là, en général, ils n'ont pas les moyens de l'exprimer devant leurs camarades, devant leurs professeurs. Donc, ces aimants-là de formation, je pense, permettent d'agir sur certains des aspects que j'ai abordés dans mon développement. Et sur ce, je vais m'arrêter et je vous remercie. Pardon d'avoir dépassé.